On se retrouve pour le débat avec Ziad Limam, Afrique Magazine, avec Renaud Girard du Figaro, Gauthier Ribinski de France 24, Régis Le Sommier de Paris Match. Avant de passer au sujet sur l'euro, parce que je vois que vous avez apporté avec vous, il y a quelques semaines, vous faisiez un papier Renaud Girard dans le Figaro pour dire arrêtons de payer les rançons pour les otages. Ce qui se passe là au Mali vous conforte. Oui, parce que depuis en fait l'affaire Claustre, la France a pris cette mauvaise habitude de payer des rançons pour ses otages, et donc ça ne fait qu'alimenter l'industrie. Et moralement, ça peut être aussi tout à fait critiquable, parce que en Afghanistan, si vous payez des rançons aux terroristes, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Leur donner 5 millions de dollars, c'est à peu près le prix de l'otage. Ils vont acheter des armes, ils vont tuer des soldats français avec ça. Et donc, je pense, et je l'avais dit d'ailleurs à une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, et je vous le répète aujourd'hui, je suis moi-même journaliste, je vais souvent beaucoup dans les zones de guerre, nous ne sommes jamais obligés d'y aller. Nous y allons par notre propre volonté, et je trouve que c'est indécent. Ça veut dire que si vous êtes pris en otage un jour, vous ne voulez pas qu'on paye. Il ne faut pas payer, et le Premier ministre, et je ne demande pas du tout au Premier ministre d'aller se prosterner dans une mosquée comme l'avait fait M. de Villepin pour des otages. Je veux dire, voilà, si je suis pris en otage, tant pis pour moi, c'est des risques du métier, personne ne m'oblige à y aller. Et quand vous avez et je trouve qu'il ne faut pas du tout interdire. Je suis contre le principe de précaution. Les gens doivent être libres, mais doivent être responsables. Et donc, si vous faites du yachting, vous voulez aller faire du yachting autour de Aden, très bien, mais vous savez très bien que c'est infesté de pirates. Donc vous prenez vos risques. Si vous êtes pris, vous êtes pris. Mais je vois pas pourquoi. C'est un vrai débat. Je vois pas pourquoi. Et si un journaliste veut ce que nous arrive, et c'est leur honneur d'ailleurs d'aller enquêter dans des zones afghanes extrêmement dangereuses, même après avoir reçu des avertissements de l'armée de ne pas y aller, qu'ils y vont quand même. Il y a peu de voix comme celle de Renaud Girard qui se prononce aussi catégoriquement, et surtout parmi les journalistes. C'est un vrai débat, surtout dans la zone sahélienne, où on voit très bien que pour AQMI, c'est le moyen de financer son propre développement. Maintenant, il n'y a pas que des journalistes qui voyagent. Il y a aussi des expatriés résidant dans les pays. Il y a aussi des gens qui voyagent pour leur boulot. Enfin, après, ça va poser la question du maintien de la coopération des ONG, etc. Pour nos auditeurs, je pense qu'un des futurs fronts complexes du domaine international, c'est la zone sahélienne. Niger, Mali, Algérie, AQMI, armes, drogue, etc. Tout ça, c'est... Les Anglais ne payent pas, ils ont bien raison. Ils sont moins visés aussi. Le problème aussi, c'est que les Français sont quand même dans la zone sahélienne. Mais ils sont moins visés parce qu'ils ne payent pas aussi. Ils ne payent pas, justement, parce que moi, un journaliste anglais me disait à Bagdad, toi, tu as marqué 5 millions de dollars sur ta tête. Moi, ou bien ils me tuent tout de suite, ou bien ils me libèrent parce que je n'ai pas de valeur. Alors, c'est vrai que les Anglais, c'était très difficile. Il y a eu Margaret Hassan, qui était une dame charmante, qui s'occupait d'enfants irakiens depuis des dizaines d'années, qui a été enlevée par des terroristes, enfin des assassins, et qui a été décapitée. Mais depuis, vous avez peut-être remarqué qu'on s'attaque en priorité à des otages allemands, italiens, français, etc. Parce que des pays qui payent. Les Anglais ne payent pas, ils ont raison. Il y a eu un exemple des Anglais qui est absolument incroyable, c'est les époux Chandler qui ont été capturés en Somalie. Et en fait, c'est la communauté somalienne exilée en Angleterre qui s'est mobilisée en disant ça donne une image déplorable de notre pays, ou au moins de ce qu'il en reste, et qui a en fait payé une sorte de rançon. Ils ont été libérés au bout de 500 jours d'incarcération. Mais effectivement, c'était des Anglais. Le département... Enfin, le ministère des Affaires étrangères britannique a dit non, nous, on n'a pas pour habitude de... Donc, ils sont restés prisonniers de pirates, et finalement, ils ont été libérés par l'intervention de Somaliens. Moi, je ne voulais pas du tout faire un sujet à part, mais c'est vrai que c'est un vrai débat, donc je voulais qu'on en dise quand même un mot. Alors, y aura-t-il de l'euro à Noël? C'est pas du tout une question de catastrophiste ou de décliniste. Je vois par exemple là la une de The Economist cette semaine qui dit est-ce que c'est vraiment la fin de l'euro? C'est ce que dit Jacques Attali. C'est ce que dit Jacques Attali aussi, qui dit qu'il y a une chance sur deux pour que l'euro n'existe plus à Noël. Et il y a une sorte de consensus. Il est plus méchant, Jacques Attali. Il est le plus méchant. Il dit c'est la troisième fois au XXe siècle, enfin, si on prolonge un peu le XXe siècle, que les Allemands ont dans leurs mains le suicide collectif de l'Europe, parce qu'évidemment la Première Guerre mondiale, suicide collectif, Deuxième Guerre mondiale, suicide collectif, et c'est la troisième fois qu'ils ont le suicide collectif
de l'Europe dans leurs mains. Donc Attali est encore beaucoup plus méchant. C'est-à-dire qu'Attali, c'est une responsabilité allemande. Que dit la chancelière Merkel face à cette sorte de consensus qui commence à émerger vraiment d'économistes, de politiques pour dire il n'y a qu'une seule solution, c'est que la BCE monétise enfin la dette, enfin qu'elle prête sans limite. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui encore? Écoutez-la. Je pense qu'il est inapproprié, inadéquat que la Commission propose la solution des eurobonds. En les proposant, elle donne l'impression que le partage des dettes résolvera les problèmes que nous avons avec la structure de l'union monétaire. Et ça, mesdames et messieurs, ça ne marchera pas. Elle tape du poing sur la table. La théorie du suicide d'Attali, c'est efficace. Comme, en termes d'image, ça passe bien dans les journaux. La seule nuance, c'est que si ça se suicide, les Allemands se suicident avec. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester en flottant au-dessus du désastre absolu que sera Je pense qu'il y a un vrai... Est-ce qu'elle va s'accrocher à ça ressemble un peu à un dogme. Il y a un vrai problème. Oui, mais ce que disent les Allemands, ils le disent. Et après tout, ils sont la première puissance économique au cœur de l'Europe. Ils ne sont pas d'accord avec les Français et les Italiens. Bon, c'est une discussion. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais on ne peut pas non plus banaliser les Allemands en disant « Ouais, ils sont contre l'Europe ». Elle dit... Ils ont le droit de demander. Ils ont le droit de demander, évidemment, qu'on respecte. C'est Schröder et Chirac, les premiers qui ont violé la loi la règle des 3% de déficit autorisé, mais enfin bon... ils ont le droit de demander effectivement des efforts budgétaires, même l'équilibre budgétaire au gouvernement européen. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est tout à fait paradoxal que le monde américain a la dette est monétisée, c'est-à-dire a une les banque Anglais, centrale qui s'appelle la Réserve fédérale qui fait le Japon, la Banque du Japon. Tout le monde le fait. La Réserve fédérale a fait ce qu'on appelle du quantitative easing, enfin a acheté pour 1,4 trillion, c'est-à-dire 1400 milliards de bons du Trésor américain. Et nous, en Europe, sur une zone comparable, on ne ferait pas ça pour essayer de relancer l'économie. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Et c'est vrai qu'on est complètement désarmé par rapport, ou même, comme vous le disiez, par rapport à l'Angleterre, au Japon. Gauthier Rybinski, grand spécialiste de l'Allemagne. Moi, ce qui me chiffonne à chaque fois, c'est qu'on entend des choses, effectivement, comme celle de Jacques Attali sur le pouvoir de l'Allemagne de détruire l'Europe. Il y a toujours une germanophobie ambiante, qu'elle soit... Non, mais attendez, Gauthier, on ne va pas faire un débat interne à français, mais c'est pas de la germanophobie, là. Non. Là-dessus, je crois que, si vous voulez, par rapport à l'Allemagne, un peu excessive. Par rapport à l'Allemagne, soit elle en fait trop, soit elle en fait pas assez. Et là, on dit, elle en fait trop dans une forme de doxa budgétaire qui est la sienne, qui est un pari effectivement compliqué, mais on se dit finalement, si c'était pas les Allemands, ça pourrait être d'autres qui aient ce même genre de théorie, et on ne les prendrait pas aussi durement dans la figure qu'on est en train de le faire aujourd'hui. D'une certaine manière, la théorie allemande, cette orthodoxie allemande, n'est pas complètement stupide, même si, effectivement, vous l'avez souligné, il y a des manières dans le monde entier de, finalement, de remonétiser la dette ou de la mutualiser, ce contre quoi est Angela Merkel. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est le ton que nous, on aborde à chaque fois en France. Dès lors qu'il y a une action ou une non-action de l'Allemagne, c'était pareil quand l'Allemagne ne voulait pas payer au moment de la Grèce. J'ai peut-être pas compris, mais est-ce qu'elle dit, elle, c'est que la Banque centrale doit rester totalement indépendante et à l'abri des demandes individuelles. Ça m'a l'air d'être un point sur lequel, moi j'avoue que le débat à un moment, ce sont les traités, 3/4 des gens, ça leur échappe complètement. Techniquement, je pense qu'une des choses, ça serait d'essayer de nous expliquer à nous autres pauvres citoyens payeurs d'impôts en Europe, quel est le fond du problème? Parce que franchement, il faut avoir fait un doctorat en économie pour essayer de suivre ces politiques qui nous parlent de choses extrêmement complexe, des eurobonds, non, c'est compliqué. The Economist dit par exemple, même à l'intérieur de son mandat qui est de maintenir le niveau des prix, il faudrait qu'elle intervienne parce que maintenant c'est une baisse des prix. Parce que si on a une récession, on va avoir une baisse des prix. Donc là, c'est dans le mandat de la BCE d'intervenir. Ce qui est sûr, c'est que le système actuel ne fonctionne pas et qu'ils ne sont pas d'accord sur le système nouveau. Mais peut-être ce qui est positif, c'est que tout le monde est à peu près d'accord pour faire un système nouveau, plus intégré, plus fédéral. Sauf que s'il faut attendre la révision des traités, ça va être des mois. Oui, mais ils vont aller vite, ils ne veulent pas faire faillite. Le problème d'Angela Merkel, c'est qu'il y a un an, quand la première crise, qui n'était pas d'ailleurs énorme, est arrivée un peu plus d'un an, au printemps 2010, la première crise grecque est arrivée. Elle a fait le professeur d'école. C'est-à-dire que quand l'école brûle, elle voulait donner des cours d'instruction civique aux élèves. Non, il faut faire sortir les enfants de l'école
éteindre le feu dans l'école et ensuite faire des cours d'instruction civique et leur expliquer, bon, ça suffit, il ne faut pas tricher, il ne faut plus de déficit. Mais là, elle aurait pu, au moment, prendre ses responsabilités. Un grand leader européen, il faut reconnaître qu'elle ne l'a pas été à ce moment-là. Et elle risque, vous le disiez très bien, elle risque de mettre toute l'économie européenne par terre, y compris l'économie allemande. Il faut voir que les Allemands, Gauthier Ribinski, exportent 60%. Voilà. Et s'ils sortent de l'euro, eh bien, très bien, le Deutschmark va prendre 30%, et je ne sais pas qui vont vendre des voitures. Bien sûr. Alors, on va passer au dernier sujet, qui est un sujet français, mais pas vraiment franco-français, parce qu'il, voilà, Nicolas Sarkozy remonte dans les sondages parce qu'il est très offensif, et son dernier cheval de bataille, là, c'est qu'il s'est engouffré dans cette espèce de cacophonie qui existe dans la coalition entre les socialistes et les Verts en France, qui se répartissent les circonscriptions, mais qui sont incapables de se mettre d'accord sur le nucléaire. Eva Joly jette elle-même le trouble d'ailleurs dans ses troupes avec des prises de position comme celle-ci. J'en veux aux socialistes d'avoir cédé aussi visiblement, aussi directement au lobby du nucléaire. Elle est allée beaucoup plus loin, parce qu'elle a même dit à un moment donné, en revenant après sur ce qu'elle a dit, qu'elle n'était pas sûre d'appeler à voter pour François Hollande. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a enfoncé le clou. François Hollande veut faire passer de 75 à 50% la part du nucléaire en France. C'est déjà beaucoup trop. Écoutez le chef de l'État français. Une politique énergétique assurant l'indépendance nationale faisait l'objet d'un consensus. Un consensus qui réunissait la gauche et la droite, quelle que soit la famille politique qui était au pouvoir. Ce consensus est aujourd'hui remis en cause. Que nous le voulions ou non, la question de notre stratégie énergétique, de notre politique nucléaire, fait désormais l'objet de divisions profondes. Le nucléaire n'est ni de droite ni de gauche. Il est l'intérêt supérieur de la France. Alors, toucher au nucléaire, ça veut dire être anti-français. En fond, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy. C'est un point commun qu'il a avec le Parti communiste, je crois. Oui, et alors, bien sûr, non, mais je pensais exactement à ça, parce qu'en prenant la défense de la filière nucléaire, on se souvient effectivement des raisons pour lesquelles le Parti communiste, pendant très longtemps en France, il reste toujours d'ailleurs, mais bon, maintenant il n'y a plus grand-chose au Parti communiste. Non, mais il reste la CGT, il reste... Voilà, et ça, par exemple, la CGT doit approuver. Au moment où tous les pays émergents s'équipent de nucléaire, les Indiens veulent s'équiper de nucléaire, les Chinois veulent s'équiper de nucléaire... Les Iraniens. Voilà, les Iraniens, c'est différent. Ils ont du pétrole, mais enfin, les Indiens et les Chinois qui n'ont pas de pétrole veulent du nucléaire. Ça s'arrête un jour. Au moment la France qui a réussi, la France qui a une industrie nucléaire, il n'y a pas énormément de secteurs où la France réussit à exporter son industrie. On voudrait... voilà, l'Allemagne, pour des raisons relativement démagogiques, a décidé d'abandonner le nucléaire, alors que l'Allemagne n'est pas du tout le Japon. Il n'y a jamais eu de tremblement de terre, que je sache, dans l'histoire de l'Allemagne, depuis qu'on la suit, depuis le Moyen-Âge. Il n'y a jamais eu un tremblement de terre en Allemagne. Bon, Fukushima, c'était tout à fait exceptionnel. C'est vrai que... Le problème, c'est que les accidents exceptionnels ont des conséquences dramatiques. Exceptionnelles. Oui, bon, enfin, Fukushima, vous savez, n'a pas eu les conséquences. C'était un degré en dessous de Tchernobyl, quand même. C'était au Japon. Mais l'autorité n'avait pas fait tout ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que je ne vois pas très bien... Enfin, moi, en tant que Français, je me réjouis de ce que les Allemands abandonnent le nucléaire, parce que comme ils ne vont pas quand même se chauffer uniquement avec des éoliennes et du photovoltaïque, il n'y a pas énormément de soleil en Allemagne, je pense qu'on va leur vendre de l'électricité. Ils vont surtout reprendre, malheureusement, alors là c'est un autre problème, mais ils vont surtout reprendre le charbon. Qui pollue beaucoup plus. Ce qui va les amener à devoir payer des droits de polluer. Alors, mais sur le plan politique, est-ce que cette attaque, quand même, ça cogne fort en disant quasiment vous êtes anti-français, ça peut payer à votre avis? Les élections, ça cogne fort, mais je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on puisse pour pas... le débat, quand même. Non, de dire que le débat est une trahison ou de le sous-entendre pour l'emploi, c'est une façon de l'évacuer. Moi, je trouve tout à fait normal qu'on pose la question du nucléaire en France et qu'on la pose avec tous ses paramètres, industriels, emploi, énergie, sécurité énergétique, mais on ne peut pas exclure Fukushima, on ne peut pas exclure les problèmes du nucléaire, on ne peut pas exclure les problèmes de prolifération. On a le droit de poser cette question nucléaire sans être traité d'anti-français ou d'anti-industrie ou d'anti-travail ou d'anti-je sais pas quoi. Donc peut-être que tout le monde devrait se calmer.
et le mettre au cœur de la campagne électorale. Pourquoi pas? On peut en parler pendant la campagne électorale. Les gens sont là pour se faire élire sur la base de programmes. C'est clair que les socialistes sont totalement ambigus sur la question et qui sont tractés par les écologistes qui eux-mêmes n'ont pas l'air tout à fait entre l'élite et la base. Et bon, mais posons la question. Mais Eva Joly l'a posée. Je ne peux pas lui reprocher. Eva Joly, elle l'a posée. Elle a sa position. Je pense qu'on est déjà effectivement dans des problématiques de campagne sur la question de l'emploi, en fait, tout simplement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant cet atermoiement sur la Grèce qui a fait un petit peu, qui a suscité l'émoi et qui, on s'est dit, ah là là, mais ça touchait pour le français de base, les marchés financiers. Et puis tout à coup, il y a eu cette menace de licenciement chez PSA, 5000 emplois. Chez Areva, 1000 à 2000 emplois. Et ça, la personne, l'électeur de base, tout à coup, c'est les conséquences de la crise. Et là, la façon dont Nicolas Sarkozy utilise le nucléaire, c'est pour reprendre la main en disant « Attention, c'est des emplois qui sont menacés. Avec la gauche, ça serait suicidaire parce que ça va être... » Et la gauche répond « On va créer des emplois dans les énergies nouvelles. » Non, mais tout à fait. Mais on est déjà dans le cœur de la campagne parce que c'est les préoccupations des gens. Les préoccupations des gens, c'est pas l'intervention en Libye et machin. Ça, ils s'en foutent. La question, c'est l'emploi. Qu'est-ce qu'ils vont... Dans cette atmosphère de crise, ce sont des critères qui vont être décisifs pour l'élection. Un petit mot, Gauthier sera le dernier mot. Après, Non, mais je crois effectivement qu'on a tout intérêt à rendre le moins opaque possible ce dossier nucléaire et que paradoxalement, c'est la France où il a été le plus, souvenons-nous des campagnes anti-nucléaires, souvenons-nous aussi de ce qu'est le lobby nucléaire en France, qui est un lobby qui agit très souvent à fleur et moucheté et de manière voilée, alors qu'effectivement on a tout intérêt à mettre... Ce qu'il faudrait, c'est que le débat ait lieu hors période électorale. Eva Joly a eu un argument qui a quand même un peu tapé aujourd'hui ou hier. Elle a dit, et puis je vous rappelle qu'on n'arrive pas à vendre un seul de ces trucs à l'étranger, et qu'on a un problème avec la technologie et la filière et le produit. Et ça, je trouve que d'ouvrir le débat, ça permet aussi de poser la question... C'est un des aspects du débat. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à une semaine dans le monde. Eh oui, c'est déjà fini. Merci, bonne soirée, bonne semaine, à bientôt.